La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 30 avril 2025. Le titre, il est un peu long ce matin, c'est « La bourse vient de gagner 15% mais reste dans le brouillard ». Les marchés actions poursuivent en effet leur ascension avec 6 séances de rang dans le vert pour le S&P 500 et le Stoxx Europe 600. Les assouplissements sur les droits de douane proposés quotidiennement ou presque par la Maison Blanche contribuent à détendre un petit peu l'atmosphère. Il n'empêche, les entreprises naviguent en plein brouillard comme le prouvent les commentaires des dirigeants en marge des résultats trimestriels. Mais on va commencer par parler un peu de droits de douane. Depuis le début du second mandat de Donald Trump, c'est l'expression phare dans les médias. Cette expression-là, ou ses différentes déclinaisons d'ailleurs, elle s'est donc imposée comme l'un des termes les plus récurrents qu'on puisse voir un petit peu partout dans la presse. Après une première phase de sidération, le débat s'est recentré sur les conséquences concrètes de cette politique. Il en est ressorti un brouhaha planétaire qui a mêlé partisans, opposants, société civile, politique, milieu économique, etc. Chacun parlant sa langue dans une tour de Babel moderne, car pour une fois, tout le monde était concerné. Quand les discours sur les droits de douane ont laissé place à des effets tangibles, la sphère financière a été la première à réagir. Les signaux de panique envoyés par les marchés, en l'occurrence actions et surtout obligations, ont contraint l'administration de Trump à reculer sur une bonne partie des mesures déjà en vigueur. Et alors que Trump célèbre ses 100 jours de second mandat, une nouvelle étape est en train de commencer, celle où les statistiques macro vont à leur tour traduire des effets concrets de la guerre commerciale. Non plus une simple menace, mais une morsure bien réelle. D'ailleurs, hier aux États-Unis, les 6 indicateurs publiés ont tous déçu. Les créations de postes et la confiance des consommateurs, notamment, sont ressortis en dessous des attentes qui étaient pourtant assez modestes. Cette nuit en Chine, les indicateurs PMI qui ont été publiés témoignent, eux, d'un recul de l'activité en avril, après un sursaut un petit peu artificiel en mars. Il avait été dopé par la peur des droits de douane. Du côté du Japon, les chiffres tombés il y a quelques heures font état d'une contraction de la production industrielle en mars, plus marquée que prévu. Toutes les statistiques à venir ne vont pas être défavorables, mais elles vont quand même dresser inévitablement le portrait d'un environnement économique sous tension. Ce mercredi s'annonce d'ailleurs comme un test majeur avec une pluie de données macroéconomiques. Certaines concernent le passé, c'est le cas des PIB européens du premier trimestre ou des revenus et des dépenses des ménages américains au mois de mars. D'autres en revanche vont offrir un aperçu un petit peu plus actuel et prospectif. On aura par exemple le volume des prêts hypothécaires aux États-Unis, l'indice PMI de Chicago ou encore l'indice PCE de l'inflation américaine, très suivi par la Réserve fédérale. Cet indice, bien qu'il soit toujours publié avec un certain décalage puisque l'inflation de mars est déjà connue depuis le 10 avril aux États-Unis, il a l'avantage de refléter plus fidèlement les prix réellement payés par les consommateurs et c'est donc l'un des marqueurs préférés de la Fed. C'est ce qui explique l'attrait qu'il exerce sur les investisseurs malgré sa publication tardive en fin de mois. Attention toutefois, l'interprétation de ces chiffres économiques peut s'avérer paradoxale, surtout aux États-Unis. Par exemple, des données dégradées ne provoquent pas nécessairement un repli des marchés. Pourquoi ? Parce que les investisseurs anticipent que la Fed pourrait alors baisser ses taux pour amortir le choc. Je vous rappelle que des taux plus bas rendent l'argent moins cher, ça favorise le crédit, ça soutient les marchés financiers et ça stimule la prise de risque. Je vais d'ailleurs mettre une petite pièce ce matin sur le retour au galop du concept « une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle ». Ça signifie qu'une mauvaise nouvelle macroéconomique n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les marchés actions parce qu'elle renforce la probabilité que la Fed se montre plus souple, donc plus pro-marché. Ça c'était pour le volet macro. Autre manifestation concrète de la guerre douanière, les résultats et les perspectives des entreprises qui sont occupées à publier leurs performances du premier trimestre. On se rend bien compte que les dirigeants sont forcés de rester assez flous sur leurs anticipations, en tout cas dans certains secteurs. Ce fut le cas par exemple hier et ce matin pour General Motors et Mercedes dans l'automobile. C'est le cas aussi d'ailleurs dans le même secteur pour Volkswagen, malgré l'assouplissement décrété hier par l'administration Trump sur les surtaxes dont pâtissent les constructeurs. Il y a aussi un sujet sur la hype de l'IA qui prend un petit peu de plomb dans l'aile aujourd'hui, ce qui illustre les prévisions très inférieures aux attentes de Super Microcomputer, la starlet sectorielle qui perd 15% hors séance après une douche froide sur ses résultats. La tech américaine revient d'ailleurs en force ce soir avec les chiffres de Microsoft et de Meta après la clôture de Wall Street. Ce 30 avril est plus globalement très chargé en résultats en Europe, notamment parce que la journée du 1er mai est chômée dans plusieurs pays. Comme je le disais en préambule, les marchés actions, eux, ils continuent à remonter la pente avec des séries qui se prolongent. 6 séances consécutives de hausse pour le S&P 500 aux États-Unis. Côté obligations, c'est pas mal non plus. 7 journées de contraction du rendement des obligations d'État US à 10 ans. L'indice large américain S&P 500 a repris exactement 15% depuis le point bas du 7 avril. Il n'accuse plus qu'un passif de 5,5% en 2025.
Mais bon, malgré ce sursaut, les 100 premiers jours du mandat de Trump 2 sont les pires pour les marchés actions depuis ceux de Gerald Ford en 1974, ça fait donc 50 ans. En Europe, le Stoxx Europe 600 n'est pas en reste, il est aussi à 6 séances de rang dans le vert, il a repris 13% depuis le 7 avril, et lui il conserve un gain de 3,4% en 2025, ce qui signifie en d'autres termes qu'il y a une surperformance de l'ordre de 9% pour les actions européennes sur les actions américaines. Sur les marchés d'Asie-Pacifique ce matin, le Japon et l'Australie ont repris leur train-train haussier, on gagne environ 0,3%, l'Inde, la Chine et Taïwan évoluaient en revanche dans des bornes assez étroites autour de l'équilibre. Du côté de la Corée du Sud, ça se passe plus mal, on perd un petit peu plus de 1% à cause de la contraction de plusieurs poids lourds de l'électronique après des résultats mitigés. Les indicateurs avancés occidentaux ce matin, ils sont orientés plutôt à la baisse car il y a un petit vent de prudence qui souffle sur le secteur technologique américain. Toutefois, il n'est pas à exclure que certains indices européens soient affectés individuellement par la myriade de publications de grosses capitalisations ce matin. Je rappelle que demain la bourse est fermée pour le 1er mai dans plusieurs pays européens mais pas aux États-Unis. Du coup, j'en profite pour faire une petite pause, la chronique reviendra vendredi. Mais on va donc parler maintenant d'entreprises, en France d'abord, avec des résultats trimestriels très nombreux, j'en cite quelques-uns, Crédit Agricole, Société Générale, ArcelorMittal, Valeo, Bolloré, Total Energy, on aura aussi par la suite Airbus, Stellantis, on a pas mal de mid-cap aussi, Viridien, Vicat, Ventiva, Solution 30, Casino, Voltalia, Jacques Bogart, Wavestone, Auréa et beaucoup d'autres, vous l'avez compris. Carrefour émet 400 millions d'euros d'obligations vertes 2029 à 2,875%. Et Ayvens, la filiale de Société Générale, étend son partenariat avec BYD à 7 autres pays européens. Sur l'agenda des publis dans le reste du continent européen, on a énormément de chiffres aussi. UBS, Volkswagen, Mercedes, Santander, Equinor, Adyen, ASM International, Logitech, Sandoz, DHL, DSM Firmenich, Schindler, Nemetschek, Straumann, Aedifica. Là encore, je ne peux pas toutes les citer. Un ransomware serait à l'origine des pannes qui ont affecté Marks & Spencer selon Bloomberg. DSV est en train de finaliser l'acquisition de Schenker. La banque autrichienne Raiffeisen est condamnée à 2 milliards de dollars de dommages et intérêts en Russie. Et Sandoz a signé un accord de coopération avec Shanghai Henlius en Chine. En Amérique du Nord, les actions qui montent hors séance après les trimestriels, Seagate plus 9%, Corvo plus 9% et Mondelez beaucoup plus modeste plus 1,8%. Il y a en revanche pas mal de baisses assez marquées. Super Microcomputer, j'en parlais avant, moins 15%, Snap moins 14%, First Solar moins 11%, Starbucks moins 6% et Frontier Communications moins 6%. Booking aussi souffre après ces trimestriels, moins 4% pour le groupe. Amazon a démenti avoir prévu de divulguer le coût des droits de douane américains sur son site web, ça avait provoqué la colère de la Maison Blanche. Meta de son côté lance une application d'IA générative spécifique qui s'appelle Meta AI. Apple a remanié ses divisions affaires gouvernementales et musique dans le cadre de ces dernières évolutions de restructuration selon les informations de Bloomberg, et Reuters croit savoir que JetBlue est en train de négocier un partenariat avec United Airlines. Electronic Arts enfin licencierait des centaines d'employés et annulerait son jeu Titanfall selon les infos de Bloomberg cette fois-ci encore. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, Microsoft, Meta, Qualcomm, Caterpillar, ADP, KLA, Equinix, Trend Technologies, Illinois Toolworks, Pioneer Natural Resources, Garmin ou encore Yum Brands. Ailleurs dans le monde, Samsung prévient que les turbulences commerciales augmentent la volatilité du secteur des puces électroniques et pourraient affecter la demande de téléphones en marge de la publication de ses résultats du T1. Sony, pour sa part, s'envole de 7% après le projet de scission de son activité semi-conducteur. Et Toyota et Waymo ont décidé d'étudier une coopération dans le domaine des technologies de conduite autonome. Sur l'agenda des résultats en Asie-Pacifique, Samsung Electronics, China Yangtze Power, AIA Group, Mediatek, Foxconn, Tokyo Electron ou encore Midea. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. On se retrouve donc vendredi pour la prochaine chronique audio.